Et si vous pouviez écouter les pensées qui permettent aux femmes les plus inspirantes de rester confiantes, résilientes et alignées avec leurs ambitions? Moi, c'est Nejma. Dans ce podcast, j'explore le discours intérieur et les habitudes des femmes puissantes. Mélanie, bienvenue dans Puissante. Merci de m'accueillir, Nejma, aujourd'hui. Je suis ravie. La coutume du podcast veut que ce soit moi qui t'introduise. Du coup, j'ai préparé une petite introduction. Ça va nous servir de point d'appui pour la suite. Et après, viendra les questions. Et si jamais tu te reconnais pas, tu n'hésiteras pas à enrichir la façon dont je t'introduis. Entendu. Alors, Mélanie, ce que je trouve puissant chez toi, c'est ton profil de femme qui décide, qui structure et qui exécute et qui ne s'excuse pas de prendre de la place. Tu as fait des études de droit et exercé en tant que responsable ressources humaines. Tu as connu un univers où tout doit être carré et argumenté. Et puis, il y a eu le corps, les douleurs au dos, l'impossible à raisonner. En 2019, tu rencontres le Pilates Reformer et tu comprends quelque chose de rare. On peut reconstruire sa force sans se casser et on peut devenir solide sans se brutaliser. Il me semble que c'est vraiment le message que tu veux faire passer au quotidien. Alors, tu ne fais pas un petit virage, tu prends une vraie décision. En 2021, tu changes de trajectoire, tu te formes sérieusement au Pilates, plus de 900 heures, tu te certifies, tu deviens éducatrice sportive et dès 2022, tu enseignes au sol et sur machine. Et surtout, tu bâtis, tu crées Pilates for You Studio, qui est un lieu physique près d'Aix-en-Provence, un espace où la force est profonde, précise et intelligente, et où on travaille le centre, la posture et surtout la prévention des blessures. Et puis, tu ne t'arrêtes pas là. Tu spécialises ton approche, notamment avec la certification Rose Pilates, pour accompagner les femmes touchées par un cancer du sein. Tu lances une plateforme VOD pour rendre le Reformer accessible à domicile et tu construis une entreprise, une méthode et une vision, un Pilate exigeant mais respectueux. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, Mélanie, c'est ta zone de puissance. Comment on passe d'une carrière sécurisée à une voie incarnée et comment tu as transformé une fragilité en stratégie et comment tu apprends aux femmes à devenir fortes. Mélanie, bienvenue dans Puissante. Merci pour cette belle introduction qui résume bien mon parcours, effectivement. Avec plaisir. On va y revenir du coup à ton parcours point après point. Oui. Déjà, quand tu entends femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Alors, pour moi, j'aurais pas apporté cette même réponse 10 ans en arrière. Ok. Voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, une femme puissante, c'est justement une femme qui va avoir confiance en elle et qui va faire fi du regard des autres pour suivre ses envies et aller jusqu'au bout de ses ambitions. En fait, c'est ça. Qui va pas suivre le chemin tracé pour elle au départ, ou tout du moins qu'on va attendre le chemin pour lequel elle se prédestine, mais qui va vraiment faire fi de tout ça et qui va y aller, qui va se dire non, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me correspond maintenant et j'y vais, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, une femme puissante. Du coup, on reparlera un peu justement de ce moment de bascule Oui. et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, finalement, j'y vais. Pourquoi tu nous as dit que 10 ans avant, tu n'aurais pas eu la même réponse? Alors 10 ans, c'est peut-être 15 ans avant parce que mais ça tu vois, ça c'est le constat que je fais maintenant. Ouais. À ce moment-là, je m'en Bien rendais sûr. pas compte. Parce que j'ai une enfance heureuse, j'ai fait des belles études, j'ai commencé à travailler dans une belle entreprise. En fait, j'étais destinée à avoir, je pense, une belle carrière. Mm. Et la vie a fait que ça s'est pas du tout passé comme ça. Du coup, à l'époque, c'était voilà, pour être puissante, il faut avoir une belle carrière, il faut se dire voilà, je vais avoir une belle carrière, je vais avoir une belle vie, une famille, gagner pas mal d'argent. Mm. C'était ça pour moi en fait. Enfin, Ouais. je le voyais comme ça, et c'était certainement ce qu'on attendait un peu de moi. C'est ce que la société attend un peu en général des gens, Ouais. de toute façon. Voilà. Mais donc, alors que maintenant, plus du tout. Pour moi, c'est pas. On parlera après de la réussite, tout ça. Je pense que ça va venir. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, une femme puissante, c'est une femme qui a vraiment, qui a ses propres valeurs, qui a confiance en elle et qui décide de suivre le chemin qu'elle décide de suivre elle-même, en fait, Ouais, et pas les pas autres. ce qu'on attend d'elle. Ouais. Voilà. Et justement, quand tu étais petite, comment tu étais quand tu étais vraiment plus jeune? Est-ce que tu avais des rêves déjà? Tu savais déjà ce que tu voulais faire? Je parle vraiment de ton enfance, là, à 5-6 ans. Non. Alors ça a vraiment été un truc, d'ailleurs, quand je me suis retrouvée au lycée, qu'il fallait faire des choix, je savais pas trop, hein. Ouais. Donc à chaque fois, j'ai fait les choix, on va dire, bon, ça allait pas trop mal, donc c'était le bac S parce qu'on disait ça ouvre plus de portes, tout ça. Donc petite, non, je savais pas. Par contre, j'ai un peu cette ambivalence depuis petite où, quand même, bon, j'ai nettement plus confiance en moi maintenant, mais j'avais un sacré caractère, ça, on me l'a souvent dit, mais j'avais quand même, le regard des autres avait beaucoup trop d'impact sur moi, déjà D'accord. toute petite. Et pourquoi? Alors pourquoi? J'ai fait un gros travail sur moi déjà par ailleurs. Ok. Après, pourquoi? Je pense qu'il y a le poids, il y a l'éducation. J'en veux pas du tout à mes parents, je pense qu'ils Ouais. ont fait. Mais toujours
toujours, voilà, je rentrais de l'école avec, par exemple, un 18, bah, pourquoi t'as pas eu 20? Ouais. C'était pas C'est méchant. beaucoup de nos parents. C'est beaucoup Mais des voilà, parents. ils voulaient bien faire, en fait. Mais je pense que je pense que par nature, je me mettais déjà suffisamment la pression et d'en avoir encore davantage. Donc à chaque fois, finalement, je me sentais pas forcément à la hauteur. Donc je pense d'un point de vue inné, j'ai quand même confiance en moi, j'avais déjà confiance en moi, mais il y avait ce truc-là où je me disais, bah non, en fait, c'est pas assez. Ouais, C'est pas assez d'accord. bien. Là, je vais être nulle. J'osais jamais prendre la parole en classe. Pour moi, c'était un supplice. Ouais. Donc voilà. Du fait de l'éducation, quoi. Je pense, après, je pense qu'il y a aussi un terrain, il y a des choses, hein, on en parlera après, mais j'ai fait un gros travail sur moi. Il y a la prise de conscience et puis après, on se fait quand même un petit peu aider. Et ça fait quand même, moi j'ai eu un gros déclic comme ça fait quand même pas mal avancer. Donc je sais pas, il y a l'éducation et puis je pense qu'il y a la société. C'est très français aussi. Quand je travaillais chez Accenture plus tard, je travaillais donc dans ce grand cabinet américain et j'étais allée faire des stages aux États-Unis. Et donc là, je me retrouvais avec d'autres RH de pays différents. On devait intervenir sur différents sujets. Et en fait, j'étais la seule à très peu intervenir. Non pas parce que j'avais pas des choses à dire, mais parce que j'osais pas. Ouais. Dans les autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, en fait, à chaque fois, je me disais, finalement, c'est pas si intéressant ce qu'ils ont dit, mais ils étaient là. Thanks for sharing. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et je me dis, mais en fait, c'est pas du tout français. À l'école, c'est si tu dis une bêtise, mais en fait, alors, maintenant, je pense que ça a dû changer. Hein. Je parle de ça il y a quelques années, n'est-ce pas? Mais voilà, tu viens de faire sinon, ça va pas, c'est nul. Donc après, du coup, t'as pas envie de participer. Donc, ça n'a pas beaucoup changé dans les écoles. ouais. Enfin, tu vois, la peur, c'est toujours la principale peur, c'est quand même de parler en public, tu vois. Je pense que ça reste encore, c'est la deuxième peur des Français, tu vois, après la mort. Je pense qu'on n'a pas beaucoup évolué dans le système éducatif français, n'a pas beaucoup évolué de ce point de vue-là. On est quand même beaucoup la parole des professeurs, la parole savante, et c'est très bien, tu vois. Mais nos enfants, moi je les sens, là ils sont encore petits, mais je trouve que plus on monte dans les classes, et plus l'école peut aller contre la spontanéité des élèves, tu vois. On est vachement dans le chut, est-ce que tu as réfléchi avant de parler Ça change pas beaucoup, moi, je trouve. Je pense que ça dépend. Là où sont mes enfants, après, je pense que ça doit dépendre encore des établissements, les instituteurs peut-être un peu plus jeunes, peut-être que ça commence un peu à bouger. Ça, je sais pas. Mais je trouve que ça, en France, pour le coup, c'est un vrai sujet. En tout cas, là-dessus. Et c'est pour ça, et en plus, c'est assez féminin, cette histoire. Et je pense que ça aide pas à entreprendre. Clairement, plus tard. C'est sûr, ça, c'est sûr. Et du coup, à quel moment, parce que tu en as parlé, mais à quel moment tu as ressenti le besoin de te faire aider, justement de faire un travail sur toi? Alors en fait, j'ai pas décidé de me faire aider, de faire un travail sur moi. Je pense que ça s'est fait par étapes. Il y a eu donc, j'ai eu plusieurs épisodes avec des problèmes de santé. Donc il y a eu un problème mécanique au dos où j'ai une grave hernie discale paralysante. Donc ça, c'était un petit peu, j'avais 27 ans, et ça, c'était un petit peu le coup de massue, parce que tout allait bien dans ma vie, voilà, j'avais un beau poste, ça marchait bien au travail, je m'étais dit, je vais acheter un petit appart à Paris, voilà, j'avais plein d'amis, je sortais, pas de soucis, et d'un coup, voilà, jambes paralysées, je sentais plus ma jambe, en fait, j'étais obligée d'être hospitalisée d'urgence à la Pitié-Salpêtrière. D'accord, et t'étais sportive déjà à ce moment-là? Pas du tout, alors, oui et non, c'est-à-dire que j'ai toujours pratiqué la natation depuis toute petite, parce que dès 2 ans, j'étais attirée par l'eau, donc on m'a appris à nager très très tôt, et j'ai toujours nagé jusqu'à mes, on va dire, 22 ans. Après, j'ai fait une pause où là, j'étais plus au mode boulot-sortie, on va dire 4 ans. Par contre, quand j'ai eu ce gros souci, donc finalement, j'ai pas été opérée. J'étais très bien suivie à la Pitié-Salpêtrière, mais par contre, j'ai eu des gros traitements médicamenteux pendant des mois. J'étais alitée, chose qu'on fait plus d'ailleurs. Hein. C'est très mauvais ça, parce qu'on se démuscle complètement. Voilà. Et donc ça, ça a été le premier truc où je me suis dit, mince, en fait. Mon corps me lâche. Mon corps me lâche, mais c'est surtout. Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, comment c'est survenu? Alors, j'avais mal au dos depuis quelques semaines. De temps en temps, je me dis, c'est le stress, tout ça. Et puis d'un coup, un jour, en sortant de chez moi, grosse douleur au dos, et qui a irradié complètement ma jambe. Mais ça s'est fait en un quart d'heure. Et j'étais dans la rue, et j'ai hurlé parce que je ne pouvais plus marcher. Mais c'est horrible. Et donc, monsieur, il comprenait pas ce qui m'arrivait. Je me souviens, il essayait de me porter, et je lui tapais dessus. Mais en fait, il paraît que cette douleur-là, c'est aussi fort que quand on accouche. Hein. Non, mais c'était terrible. Je hurlais dans la rue. Je criais maman, j'avais 27 ans. Je me souviens, j'habitais à un studio qui était très sympa, qui donnait sur un petit parc au 6e étage avec ascenseur, parce que l'immeuble était récent. Ce jour-là, l'ascenseur était en panne. Donc j'ai dû monter toutes les marches d'escalier sur les fesses. Parce que en fait, je m'étais rendu compte qu'en me penchant, je n'avais plus mal. Donc j'étais comme ça. Donc dans ma chance, j'ai quand même eu cette chance d'avoir un papa médecin. De par ses relations, il m'a eu un rendez-vous très très vite. Ils m'ont hospitalisée le lendemain à la Pitié-Salpêtrière et je suis restée 15 jours. Voilà. Et donc là, on m'a fait tous les examens. On s'est rendu compte que j'avais donc une hernie paralysante en L4, L5. Donc en gros, c'est soit le traitement médicamenteux fonctionne pour faire réduire suffisamment la hernie pour libérer le nerf, soit ça ne fonctionne pas et on opère.
Et D'accord. par chance, j'ai pas dû être opérée. Donc le OK. traitement a suivi, mais par contre après ça a été des mois. C'était surtout des limbagos à répétition. Mmh. Et en fait, après c'est ça qui était le gros coup de massue, c'est les médecins qui te disent: «Bah, en fait, maintenant, je faisais énormément de snowboard, tu fais plus de snowboard, tu fais plus de torsion, tu te penches plus en avant, quand tu passes l'aspirateur, tu mets une ceinture». En fait, à 27 ans, tu dis: «Mais en fait, Ouais, parce que j'ai c'est qu'à plus hyper 10 jeune. ans». Ouais. Mais et tout le monde autour de moi: «Mais c'est des vieux qui ont ça parce que personne Ah ouais? connaît». Et du coup, tu as réussi à déterminer l'origine? C'était terrible. Alors, on n'a pas su tout de suite. Après, il y a quand même eu un truc qui m'est revenu. En fait, je suis grenobloise, c'est pour ça que je Mmh. faisais beaucoup de snowboard. Et pendant mes études de droit à Grenoble, un jour, quand j'allais à la BU pour réviser, je suis tombée sur les fesses sur une plaque de verglas. Parce qu'à l'époque, les médecins m'ont dit: «Mais vous avez fait de la danse classique». C'est vrai que j'en ai fait aussi. Ça doit venir de là. Bon, j'ai jamais trop su. Et en fait, je pense que c'est Ce petit lié à choc. cette chute Ouais. quelques années plus tôt, C'est qui fou. a dû tasser le disque. Et puis, au bout d'un moment, alors après, vous savez, il y a plein de gens, tu sais, il y a plein de gens qui ont des hernies sans le savoir. Donc Mmh. après, on vit très bien avec, on a pas mal. Et puis un jour, il y a le disque qui pète, quoi. Donc Ouais. après, c'est un peu le coup de malchance, quoi. Voilà. OK. Mais finalement, que je vois comme une chance maintenant, hein. Parce que du coup, alors j'ai eu un peu de mal à l'accepter à ce moment-là, parce que c'était un peu une période d'insouciance. En fait, d'un seul coup, il y a une grosse part d'insouciance qui s'en va, Mmh. hein, quand même. Mais en même temps, tu te dis, bah, en fait, il faut que je prenne soin de moi. Mmh. Donc les médecins à l'époque m'ont dit: «Bah, il faut vous mettre à la natation. C'est le seul sport». Ah oui, ça on peut en reparler, c'est assez rigolo. C'est le seul sport que j'aimais faire. Ouais. J'étais nulle en sport. Pour une prof de pilates, ça fait bizarre de dire Ouais. ça. Non, j'étais vraiment nulle en sport. Donc ils m'ont dit: «Il faut vous mettre à la natation». J'ai dit: «Super». Et alors là, du jour au lendemain, je me suis mise à nager 3 fois par semaine. J'allais à Paris, donc les piscines ouvrent à 7h, je pense que ça a pas dû changer. Mmh. Donc j'allais nager de 7 à 8, je me douchais, j'allais au boulot après. Donc ça, j'ai vraiment eu ce rituel. Ça, en fait, j'ai jamais arrêté. Ouais. Donc ça a été vraiment, je suis beaucoup moins sortie. Donc quand j'étais fatiguée, je m'écoutais. Ouais, tu dormais, quoi? Je dormais, si je voulais pas sortir, je sortais pas. Pourtant, j'avais pas mal d'amis. Ça m'a quand même coupée de quelques amis. Après, on Mmh. arrive à reconnaître aussi dans Ah oui, ça ouais, filtre, en fait. c'est ça. Quand tu Ouais, deviens, exactement. pleinement toi-même et que tu fais ce que toi tu veux, ça filtre. Oui. Mmh. Non, mais c'est surtout qu'en fait, avant, tu te rends pas compte que t'es pas vraiment toi-même et tu fais un peu plaisir, Mmh. tu te fais plaisir. Complètement. Bon, voilà. Et là, tu dis: «Bah non, en fait, ça, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça, c'est pas bon pour moi?» Donc il y a eu ce premier épisode. Voilà. Ensuite, il y a eu 2 autres épisodes et ça, je pense que la cause, c'est quand même lié à un burn-out que j'ai fait quand j'avais 31 ans, que j'ai identifié assez tôt parce que j'étais RH, donc c'était pas du tout le gros burn-out. Mais à un Mmh. moment, je me suis retrouvée, je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma vie tournait vraiment autour du travail. D'accord. Et tu as Je toujours été comme ça? À travailler beaucoup? Bah, en fait, c'est le côté perfectionniste, ça. Ouais. Alors que j'ai toujours, mais que j'ai appris à travailler, hein, Ouais. par contre. Parce que quand il nous arrive un truc comme ça, après, on ne retombe plus là-dedans, vraiment. Mmh. Bah, parce qu'en fait, je travaillais dans ce grand cabinet de conseil américain. J'étais très contente de travailler là parce qu'en fait, moi, je suis quand même assez curieuse. Et comme j'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses, on me proposait régulièrement des nouveaux postes. Donc, je montais et tout. Donc, ça se passait bien. Mais en fait, ma vie tournait autour de ça. Je bossais tout le temps pendant les vacances. Je recheckais mes mails. Enfin, c'était vraiment un Mmh. truc, j'étais un peu accro à ça. Et puis un jour, je me suis retrouvée, donc je commençais à dormir quand même un peu moins bien. Et puis je me suis retrouvée devant mon PC. Là, je me suis dit, il y a un problème. Je sais plus faire une somme en bas de la colonne du fichier Excel. Ouais. Alors que je faisais des tableaux croisés dynamiques toute la journée, quoi. OK. Je me dis, bizarre, bizarre, Genre ça bizarre. bug, quoi. Bah en fait, mais ça buguait, mais pendant 3 secondes. OK. Ça bug. Je me dis, ah, et puis ça revenait. Ça me fait flipper parce que moi, ça m'arrive des trucs comme ça. Oui, alors après, il y a des fois, tu passes une mauvaise nuit. Tu sais, c'est OK. comme quand tu cherches tes mots. Ou, Ouais, ouais, voilà. ouais. Après, il y a eu la parentalité. Bon, il y a 1 an, là, ça commence vraiment à revenir. Mais tu vois, Voilà, ce ah que bah tu ça, je l'ai décris là. connu aussi OK, après. ouais. Ouais. Mais non, mais là, c'était vraiment, tu avais vraiment l'impression que ça faisait on-off. OK. On-off. C'est pas, voilà, je cherche un mot, ça revient, je suis fatiguée aujourd'hui. C'était vraiment, ça branche, ça débranche, ça branche, ça Ouais, débranche. d'accord. Donc, non, là, je me dis, il y a un problème. Et en fait, comme en tant qu'RH, j'avais géré des cas de burn-out de personnes que je gérais, Mmh. qui me décrivaient je me dis, là, il y a un truc qui va pas. Alors que j'étais très heureuse dans ma vie. Je venais de rencontrer mon mari, tout allait bien. Je veux dire, ça. Et puis le lendemain, je me réveille et je le regarde, je me sens pas d'aller au travail aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je me sens pas. Et il voyait que j'étais pas bien. Il dit, bah, va voir un médecin. Alors que tu adorais ton travail, Oui, par ailleurs. oui, Ouais. ça me plaisait. Alors, il y avait quand même des moments où je sentais cette grosse pression. Ouais. Bon, j'ai essayé de me dire, il faut que tu prennes du recul. Mais en fait, quand on est jeune comme ça, que ça marche bien, on n'y arrive pas. Mmh. Surtout quand on a ce tempérament un peu perfectionniste, on n'y arrive pas. Donc, je vais chez le médecin que je connais pas. Je regardais dans les pages jaunes et tout. Et donc, le docteur me dit, bon, il m'a posé 2-3 questions. Et là, d'un seul coup, les sanglots. Mais j'ai pas contrôlé, ça sortait. Ouais. Ben, je vous arrête parce qu'en fait, vous êtes en train de faire un burn-out de ce que vous me décrivez. Je dis, ah, c'est pas possible. Il me dit, si. Et donc, mais il a été assez bien parce qu'il m'a pas arrêté longtemps. Comme c'était pas un gros burn-out, donc j'ai eu un traitement que j'ai pas pris très longtemps non plus, très léger. Traitement médicamenteux? Ouais, Ah, j'ai c'est pris des fou, tout de suite, antidépresseurs. Ah ouais? Ouais. Alors j'avais hésité. Il me l'a prescrit. Et j'ai appelé mon meilleur ami qui est psychiatre en fait.
Et je lui ai dit: «Jean, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas». C'est chaud J'étais quand devant la même. boîte de médicaments, ça a traîné 3 jours cette histoire. Ouais. Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et il m'a dit: «Qu'est-ce qu'il t'a donné comme molécule?» Donc je lui explique et tout. Il m'a dit: «C'est le plus faible dosage du plus» enfin, en gros, il m'a Ouais. dit: C'est le truc le plus léger que tu puisses avoir sur le marché, prends-le parce qu'en fait, sinon tu vas mettre du temps à remonter». Par contre, la première semaine, ça a été hard. On te dit partout, en fait, ne restez pas seul. Enfin, c'est vrai c'est vrai parce que pendant 3 jours, c'était encore pire, en fait. Moi, c'est pour ça qu'il m'aurait fait peur de prendre des Ouais. médicaments. Mmh. Bah, je l'ai pris ouais, mais j'étais comme parce que je passais quand même par des hauts et des bas dans la Ouais. journée, c'était très fluctuant. Il y a des moments, ça allait super bien et 2 heures après, j'étais au fond du trou. Et du coup, quand t'étais au fond du trou, qu'est-ce qui allait pas? Genre, tu te disais: «Il y a rien qui va dans Bah, ma je suis vie». nulle. Ah Ouais, oui, c'était ouais, vraiment ah ouais, je suis nulle, ça va lié, ouais, pas, genre j'y arrive je plus, faiblis, je faiblis, je suis pas capable au boulot, je suis pas capable, ça va pas, mmh, je suis pas capable de produire ce qu'on attend de moi, j'y arrive plus, en fait. On ouais, venait de me donner des nouvelles responsabilités, en fait. OK. Et donc, j'étais toute contente. En plus, j'avais été sélectionnée pour faire partie d'un nouveau programme qui s'appelait HR Leadership Programme pour, en fait, j'étais sélectionnée parmi d'autres RH d'autres pays pour suivre ce programme. On partait en formation, alors là, c'était aux États-Unis, après Mmh, on devait aller en Malaisie. Donc c'était super, mmh. mais je menais ça à côté du travail, donc en fait, ça faisait too much et je me suis dit: «Mais en fait, j'y arrive pas, c'est pas normal. Les autres, elles y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas?» Oui, d'accord. Donc c'est grosse remise en question et du coup, c'était voilà, j'avais des phases up and down dans la journée et là, je me dis: «C'est pas normal, enfin, Mmh, il faut que je prenne ce traitement, je pense que ça ira mieux». Franchement, j'ai bien fait de le prendre OK. et je l'ai arrêté tout doucement. En général, on prescrit ça pour un minimum 6 mois, je l'ai pris 4 mois et ça m'a permis de remonter la pente beaucoup plus vite. D'accord, Par contre, d'accord. je suis retournée bosser au bout d'1 mois. OK. Le médecin qui me suivait m'a dit: «Reprenez parce qu'en fait, c'est pas bon de rester si vous vous sentez mieux». Enfin, en fait, en général, on retourne voir le médecin tous les 15 jours, il évalue. Il m'a dit: «Si vous vous sentez, allez-y parce que si on attend trop, le retour après en entreprise Ouais, est compliqué difficile, aussi». ouais. Et ça, je l'ai vu avec les personnes que j'ai suivies en tant qu'RH, que je devais rencontrer parfois à l'extérieur du bâtiment, qui eux avaient vraiment fait un gros burn-out, qui Ouais, avaient un vraiment un blocage. rejet du monde de l'entreprise Ouais. et je voulais pas non plus me retrouver là-dedans. Ouais, Donc d'accord. après, bien évidemment, quand je suis revenue, il y a des aménagements qui ont été faits, j'ai dû arrêter. En tout cas, j'avais mis sur pause à ce moment-là le programme, voilà, pour pouvoir reprendre le travail sereinement, en fait, et reprendre confiance en moi. Et tu as réussi à comprendre avec le recul pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Non, Tu as pas encore bah, d'enfant à ce moment-là? si, bah, parce que c'était trop, parce que c'était à ce moment-là que j'avais commencé ce programme. C'était à ce moment-là qu'on m'avait donné des nouvelles responsabilités. Je remplaçais, en fait, une HR qui était partie et avant, j'avais des responsabilités au niveau France et là, j'avais des responsabilités au niveau, je gérais aussi la Belgique et les Pays-Bas. Donc c'était plus de responsabilités. Je travaillais avec un associé qui était bon, tous les associés chez Accenture sont exigeants et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris grâce à eux, donc ça, j'ai pas de souci. Mais c'est vrai que là, il était ultra exigeant et en fait, et puis en plus, moi, je me mettais encore plus la pression. Mmh. En fait, ça faisait Toujours ce trop. truc de se mettre la Ah bah oui, pression, mais moi j'avais pas besoin, voilà. Je me la mets suffisamment moi-même, donc en plus quand il y a la pression qui vient ailleurs, toujours produire plus, toujours, voilà, donner plus et je pense que et c'est à mon avis, alors on le saura jamais, mais je pense que c'est cet épisode-là qui a fait qu'1 an après, j'ai déclenché un premier épisode de maladie auto-immune. Ah oui, non mais attends, Voilà c'est pas possible. et voilà. Attends, du coup, raconte. Donc là, Donc OK, alors donc tu là te remets au bout de 4 mois, tu retournes dans l'entreprise assez rapidement, tu reprends ta oui, vie normale avec ouais, des aménagements. ouais, Tu retravailles entre guillemets «normalement» oui. et 1 an après donc? Bah, en fait, Donc là, alors, il s'est tu avais passé pas 31 ans, mal tu de as choses. 32 ans pour, Ouais, exactement. Alors, j'ai quand même changé de vie, donc je venais de rencontrer mon mari qui me dit: «Bon viens, j'ai été chassée pour un poste, à Aix-en-Provence», donc je trouvais ça sympa. meilleure C'est le décision. moment ouais, exactement, meilleure décision, c'est le moment, donc du coup, bah, je l'ai suivi. J'ai dit: Ouais. «Bon», pourtant ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble, donc je le suis. Par contre là, en parallèle, j'ai quand même eu du bol, voire bon, finalement c'était un peu loin, mais j'ai trouvé un poste chez Dassault Aviation, donc c'était à Nice, il fallait quand même que je fasse 1 heure de voiture tous les OK, jours, donc mais tu le quittes poste était très Accenture. intéressant. Je quitte Accenture et je vais travailler chez Dassault Sans Aviation. regret de quitter Accenture ou tu te dis: Si, «Ah j'aurais j'y dû» OK. pense encore parce que je pense que j'avais vraiment des belles perspectives de Oui, non, mais carrière. avec ce que tu as fait là, enfin, Mais voilà, mais en après, plus, bon, on bon, va ben, dérouler, mais forcément, oui, on en parlera après. Il y a toujours des moments, même encore maintenant, où je me dis: «Mais si j'étais restée?» n'importe quoi! Voilà, parfois. Non, mais je me dis: «Bah, j'aurais pu». Parce qu'en fait, l'idée, c'était que je voyage. L'idée, c'était de prendre des postes à l'étranger. C'était ça qui me plaisait dans ce programme. Mais tu te Voilà. dis pas: «Ça m'épuisait, c'est Ah pas bah pour si, mais moi», bien enfin, tu sûr, vois? oui. Mais bon, j'avais pas encore ces maladies, donc après voilà, je vais travailler chez Dassault et puis les trajets pendant, voilà, 2 heures par jour, tout ça, c'était Et fatigant. là, vous avez pas encore d'enfant là, à ce Non, on n'a moment-là? pas encore d'enfant et Ouais, en fait, je m'éclate pas trop dans ce job-là. Je passe d'une d'accord. entreprise où tout va très vite, où on me demande voilà, en permanence de m'adapter, j'apprends sans arrêt des nouvelles choses, il y a du challenge pratiquement tous les jours, à une entreprise qui est à la pointe de la technologie, mais en fait hyper plan-plan au niveau Ouais. RH, quoi.
Je dis: «Mais c'est pas possible, il y a rien qui avance pour un recrutement». Ça mettait 4 mois. Ouais. Tout était encore au format papier pour les recrutements. Il fallait que je signe des trucs, que ça passe par la poste, par Paris. Enfin, c'était un truc à part Saint-Cloud, Toi, tu étais c'était en recrutement particulièrement, enfin, chez alors Dassault là-bas, Recrutement? non, j'avais un poste j'étais RRH et je gérais une petite équipe de sites. Par contre, c'est les profils qu'on gérait, c'était, le site des essais en vol de chez OK. Dassault Aviation. C'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment tous les métiers un peu représentés là-bas. Ça allait de l'ouvrier technicien de base jusqu'au pilote d'essai en ligne, en fait. OK. Donc je suis allée dans les entrepôts, j'ai vu les Rafales, ça c'était top. On m'a même Mmh. proposé un vol en Rafale, j'ai pas osé. J'avais un peu peur. Mais donc, par contre, ce que j'adorais, c'était aller sur le terrain. Quand j'allais Ouais. sur le terrain, là-bas, c'était top. Mais d'un point de vue technique RH, je m'éclatais pas. Ouais. Et puis, c'était lent. Et je me dis, mais en fait, j'ai pas quitté un emploi stressant. Là, j'ai un emploi moins stressant, mais finalement, pour me retrouver dans un autre stress quotidien avec ces trajets. Mmh. Donc, j'arrête et je me dis, je vais chercher un autre job. Mais avant d'arrêter, je commence quand même de temps en temps à avoir des douleurs articulaires. Pas trop violentes, mais assez présentes. J'arrête. Je me souviens, on part en vacances au Mexique et là, j'avais très mal aux pieds. Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Donc je commence à aller voir un rhumato. Alex, il me dit, oh, on va faire des analyses. Donc d'abord, non, il m'infiltre le pied. Donc déjà, ça fait un mal de chien. Ça change absolument rien aux douleurs. Et là, les douleurs diffuses, elles deviennent de plus en plus présentes et partout. Mais partout. En peu de temps? En peu de temps, en 2 mois. OK. Je vais voir des professeurs dont je tairai le nom à Marseille, dans différents hôpitaux. Et là, en gros, ils me disent, on fait plein de bilans. Et là, ils me disent, ah, mais comme vous faites du psoriasis, on pense que vous faites une polyarthrite psoriasique, mais on n'en est pas sûr parce qu'en fait, il n'y a pas de marqueur sanguin. Ils partent de différentes hypothèses, en fait. Bon, bah, vous faites légèrement du psoriasis ici, vous avez mal partout. Comme on ne trouve rien, bah, on pense que c'est ça. Et donc, comme on pense que c'est ça, il faut absolument préserver vos articulations, donc il faut qu'on vous donne des traitements. Mais Direct. À direct. chaque fois, toi, on te Ouais. donnait des traitements, quoi. Bah, je les ai pas pris là. Ouais. Ah oui, là, t'as dit, Non. ouais, là, non. Non, pas tout. Bah, c'est-à-dire que, bon, mais là, c'est pareil, j'avais cette chance d'avoir mon père médecin. Ouais. Après, j'avais aussi ce côté de me dire, moi, attends, on va pas tout de suite se précipiter parce que c'est pas non plus là, je prends des antidépresseurs pendant quelques Oui, mois c'est et puis à ça va vie, là. mieux. Là, alors, bon, après, ça dépend des cas. Là, bah, pour le coup, c'est très particulier. Les polyarthrites, il y a des gens, ils vont faire une crise dans leur vie, il y en a, ils vont en faire tous les mois, c'est Ouais. très aléatoire. Mais là, en gros, c'était, si on le fait pas, en fait, vos articulations vont être abîmées et après, c'est irréversible. On peut pas les réparer. Donc, en fait, c'est soit, donc en plus, ils voulaient commencer par une chimio. Et après, maintenant, il y a des traitements, il y a des immunothérapies aussi. Mais ça, c'est des traitements lourds qu'il faut aller prendre à l'hôpital tous les mois. De toute façon, quand on n'a pas le choix, on le fait parce qu'on se dit, ben, en fait. J'ai envie d'aller mieux. Bah, exactement. Donc. Quand on pense qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça. Mais en fait, au même moment, rien à voir, je vais chez la gynéco pour mon contrôle annuel. Elle me dit, ah, mais je crois qu'il y a un truc à la thyroïde. Je dis, quoi? Oh là là! Et là, on fait les examens et effectivement, la thyroïde déconne à plein pot. Et eux, c'est abusé qu'ils t'aient pas dit peut-être qu'il y a un truc. Parce que souvent, en fait, on sait que quand on est une femme et qu'on a des troubles, on peut avoir un trouble de la thyroïde. Donc les professeurs que tu allais voir, ils auraient pu checker la thyroïde. Bah non, mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas checkées. Ok, en fait. ouais. Et donc là, mon père me dit comme ça, ça suffit les conneries. Et donc, de par ses relations, il arrive à me faire rencontrer un professeur interniste à Lyon. Ok. C'est un peu, quand on regarde la série Doctor House, c'est Doctor House en fait. Ouais. C'est ça. Parce que les gens Qui fait le connaissent lien pas trop. entre tout ça, quoi. Entre tous ces Parce que là, symptômes. et en fait, tout a été traité un peu de manière. Bah, en fait, oui, les professeurs que j'ai vus à Marseille, eux, ils regardaient avec leur petite fenêtre de leur spécialité, mais ils cherchaient pas à voir s'il y avait autre chose qui se passait à côté. Donc, il y a le dermato qui dit, bah, elle fait du psoriasis. Il y a le rhumato qui dit, bah, elle a mal aux articulations. Du coup, on croise les deux. Ah, bah, c'est ça. Mais est-ce qu'on va pas regarder ailleurs? Donc, j'ai vu ce professeur qui m'a gardé 1h30 en consultation quand même. Et alors, j'avais quand même fait plein de bilans avant, donc il a tout regardé. Ils m'ont prélevé 60 tubes de sang, je m'en souviens encore, et pour regarder tout ce qui était possible et inimaginable. Et puis, bah, j'ai eu le rapport, ça a pris 3 mois qu'ils analysent tout ça. Et donc, en conclusion, il y a bien une maladie auto-immune de la thyroïde. Après, j'avais aucun symptôme là-dessus. J'avais pas perdu de poids, j'avais pas grossi, j'avais pas perdu mes cheveux. Pour le moment, dans mon corps, il se passait quelque chose, mais ça se voyait pas. Donc, il dit, on attend avant de traiter. Et puis, pour ce qui est d'une polyarthrite, on n'en sait rien en fait. Il dit, moi je vois rien, il n'y a rien qui me permet d'être sûre à 100%, donc on ne va pas se précipiter sur un traitement, on attend. En parallèle, j'avais fait des IRM de certaines articulations pour vérifier si elles avaient été abîmées, elles étaient intactes, donc on attend. Et là, j'en ai eu un gros ras-le-bol des médecins en fait. En gros, je ne pouvais plus voir les médecins en peinture. En fait, j'arrivais plus à faire confiance. Ouais, En fille de médecin, c'était bizarre. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, maman est infirmière aussi, elle était infirmière. Ouais, donc donc c'est vrai, il y a quand on vraiment sort des parents dans le corps médical. Ouais, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait un rejet. Et là, j'y connaissais un, j'ai commencé à me renseigner sur toutes les médecines, entre guillemets, alternatives, naturelles. Là, t'as quel âge à peu près? Là, j'ai 32 ans. Ok.
Et surtout, on m'a dit d'ailleurs, avec tous ces traitements, on m'a dit surtout, vous pourrez pas d'enfant. avoir d'enfant. Pour la thyroïde, ça, c'est vrai que je l'ai pas dit. On m'a dit aussi, il faut enlever la thyroïde parce que si on n'enlève pas la thyroïde, vous allez devoir prendre un traitement, mais le traitement, il peut pas aller de pair avec une grossesse. Donc c'est soit vous n'aurez pas d'enfant, soit on enlève la thyroïde. Voilà, tout Ouais. s'est fait en même temps. Et donc là, j'ai dit, en fait, j'en peux plus. Mais j'avais quand même toujours hyper mal partout. J'arrivais plus à conduire, j'arrivais plus à aller nager tellement j'avais mal partout. Donc moi, je veux bien, voilà, lui, l'interniste, il dit, il y a rien, on se précipite pas, mais en même temps, moi, j'ai mal partout, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce Ouais. que je fais? Donc je m'intéresse à ces autres médecines et je m'intéresse notamment à la médecine traditionnelle chinoise. Et là, je trouve un super praticien qui est d'ailleurs parti, qui est resté le temps de me, entre guillemets, pas de me guérir, mais de faire en sorte de me remettre sur pied. Et je le vois 2 fois par semaine. Et lui, il me dit, mais en fait, je pense que vous n'avez pas ce que les médecins vous disent que vous avez, mais je vous dirai jamais de ne pas prendre les traitements. Mmh. Moi, je pense que vous avez épuisé votre corps. Et il me l'a dit comme ça, il m'a dit, parce qu'il y a le capital, en médecine traditionnelle chinoise, il y a l'énergie qu'on va générer dans sa journée via un bon sommeil, l'alimentation qu'on peut avoir, le fait de faire du sport, donc ça nous donne beaucoup d'énergie, mais il y a notre énergie innée. Et on a manifestement, alors ça c'est en médecine traditionnelle chinoise, on ne naît pas tous avec le même capital énergétique. Donc il me dit, je ne vais pas vous dire que vous avez le moteur d'une 2 chevaux, mais vous n'êtes certainement pas une Ferrari. Ouais. Il a dit Il te comme met ça. face, genre, regarde-toi dans Il le me miroir. dit, non, vous n'êtes pas une D'accord. Ferrari et vous avez... Bon, du coup, je raconte comment j'ai travaillé à Paris. Il m'a dit, vous avez épuisé votre corps, en fait. Vous êtes allé... Et donc, il me dit, là, vous êtes un syndrome inflammatoire énorme dans tout le corps. Non pas parce que vous avez trop de feu, ça c'est pareil, c'est en médecine traditionnelle chinoise, mais parce qu'il y a trop d'eau. En fait, il me dit, c'est comme si on prenait une casserole, on la met sur le feu, mais il n'y a pas d'eau. Donc, en fait, Ça brûle. vous brûlez. Ça se consume de Ça se l'intérieur. consume, il n'y a plus de... Et donc, voilà. Donc, je l'ai vu 2 fois par semaine. Il me pique de partout. Il me met des tiges de métal dans le nez qui me font pleurer. Il me dit, ah, mais ça, c'est un super signe. Ça veut dire que vous réagissez bien. À chaque fois qu'il me pique, j'ai carrément des électrochocs. Il me dit, c'est dingue. Il me dit, mais... Et pour lui, c'est vraiment un très bon signe parce que ça, c'est pareil. Il y a des personnes qui réagissent mieux que d'autres. Et de semaine en semaine, je vais mieux. Mais vraiment, je vais mieux. C'est un truc de dingue. Vraiment. Et juste, il t'a diagnostiqué au début, la première fois qu'il te diagnostique et qu'il te dit ça, c'est juste au moyen de questions qu'il te pose et toi qui lui racontes? Ou il fait quand même 2-3 trucs, il prend ton pouls? Des fois, je sais que Alors, tu prends le pouls. oui, il prend le pouls là, il regarde la langue à Ok. chaque fois. Et après, par contre, je me souviens, il m'a fait remplir un questionnaire. Effectivement, D'accord, il travaillait beaucoup là-dessus, il m'a fait quand même parler de moi. Et il m'a donné après des compléments aussi. Je me souviens, c'est lui qui m'a fait connaître les fleurs de Bach, et ça, j'y crois vraiment. Tu nous en parles. Non, mais attends, trop de trucs à dire. Les fleurs de Bach, oui, il faut vraiment les cibler en fonction de... Il s'était formé là-dessus, parce qu'il y a celles qu'on connaît un peu tous, le rescue, le machin. Mais en fait, si on veut vraiment que ce soit efficace, il faut... Parce qu'il y a, je sais plus combien il y a de souches de fleurs de Bach. Enfin, c'est assez dingue. Il faut vraiment cibler la bonne souche. Et donc, il m'avait fait remplir tout un questionnaire là-dessus. Et je me souviens, alors il m'avait dit, le matin, vous prenez telle goutte, le soir, telle goutte. Il m'avait dit plein d'autres trucs. Il m'a dit, vous allez marcher tous les jours pieds nus dans l'herbe. Et donc là, attends, il est à Aix-en-Provence, lui? Oui, alors il est parti à Lyon quelques mois après, mais il était à Aix-en-Provence, ouais. Et donc, je vois aussi quand même une très bonne endocrino qui continue à me suivre sur Aix, qui me dit, bon là on est quand même à un niveau de TSH, donc c'est le... Je vois tout à fait. qui Bah, permet tu de peux mesurer... expliquer pour nos Ouais. auditrices. Et ben, c'est ce qui va permettre, en fait, c'est le taux qu'on regarde dans une prise de sang pour voir si la thyroïde fonctionne normalement ou pas. J'avais un taux qui était quand même assez très très haut, où là en fait j'aurais dû prendre 20 kilos, j'aurais dû perdre tous mes cheveux, elle ne comprenait pas ce qui se passait, parce qu'en fait j'avais maigri, donc elle dit il y a un truc qui va pas, mais on peut pas rester avec un taux comme ça. Mais tu sais que moi aussi, c'est marrant, parce que du coup, je le dis, parce que ça peut intéresser nos auditrices, mais moi aussi, j'ai eu un truc comme ça. Mais alors, c'était en post-première grossesse. Je fais des analyses, TSH, pareil. L'endocrinologue me dit, c'est pas normal que vous ayez un taux comme ça, vous devriez être épuisé. Pareil, vous devriez avoir vos cheveux qui tombent, etc. Il faut que vous preniez un traitement tout de suite. Oui, alors ils donnent souvent... Alors, il y a plein de médecins qui donnent trop vite les traitements. Et aussi, donc, j'ai dit, franchement, ça m'a fait flipper. Tu sais, moi, j'ai peur des médicaments. C'est tout juste si je prends pas un Doliprane. Quand vraiment, c'est le truc, vraiment, et je réfléchis vraiment avant qu'on me donne un médicament, sauf quand j'ai très mal. Oui, Là, j'avais mal nulle part. Tu sais, quand t'as mal nulle part, tu te dis, attends, il va me faire prendre un truc. Et en fait, ça va. Et donc, je me suis renseignée, mais vraiment rapidement, sur les alternatives à ce fameux Levothyrox qu'il voulait me donner. Et je vois l'ashwagandha. Je me dis, OK, je le prends pendant 3 mois. Si jamais ça va mieux, tant mieux. Si jamais ça ne va pas mieux, je regarderai de plus près ce qu'il me dit. Et donc, je prends pendant 3 mois l'ashwagandha, je refais une prise de temps, TSH, redevenu parfaitement à la normale. Et en fait, j'apprends après que tu peux avoir des moments où ta TSH, en fait, des hypothyroïdies qui sont passagères et qui sont liées à tout ce que tu as vécu pendant ta grossesse. Et moi, je lui avais dit. J'avais dit, je sors d'une grossesse, etc. Il voulait rien savoir. Et il m'avait dit, ouais, non, prenez votre Levothyrox, ça peut être dangereux pour vous, etc. Tu vois. Et des années plus tard, parce qu'on m'a dit, vérifiez quand même régulièrement votre TSH parce que ça peut entraîner des fausses couches
et vu que je voulais un deuxième Mmh. enfant, ça peut entraîner des fausses couches inexpliquées si jamais votre TSH n'est pas au bon niveau. Donc là, ça me fait penser que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu mon deuxième enfant, mais je les refaisais contrôler régulièrement et j'ai jamais eu plus de soucis, tu vois. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de regarder Oui, et puis aussi, il y a un truc, c'est ce que l'interniste m'avait dit à Lyon. Il m'avait dit, il faut laisser la chance à la thyroïde de reprendre le dessus. Mmh. Parce que justement, quand on traite trop vite, la thyroïde devient fainéante. Mmh. En fait, on lui donne une aide, après elle se dit pourquoi je vais Ouais, travailler. ouais. Donc, mais là, j'étais quand même à un taux, elle a dit on le prend, mais elle m'a donné le traitement le plus léger. Et en fait, d'un coup, chloup, elle est revenue, elle me dit c'est dingue qu'avec ce plus petit dosage, c'était le plus petit dosage qu'on pouvait faire sur le marché, elle se remette nickel. Donc en fait, je l'ai pris et puis je l'ai pas pris longtemps, je l'ai arrêté. D'accord, donc attends, tu es suivi par ton endocrino qui te donne du coup ce faible dosage et donc continue sur du coup la médecine chinoise, donc il te donne des fleurs de bac et 2 semaines, enfin des fleurs de bac mais pas que, raconte du coup ce qu'il te préconise Alors, de des faire. plantes aussi. Il me fait commander des plantes en Belgique parce que c'est pas vendu en France. Et Et des plantes quel genre à prendre en ah, je tisane? me souviens. Ah non, non, oui, en poudre. Ok, En poudre. D'ailleurs, je me souviens qu'après, j'étais allée, à un moment, on est allé à New York et là-bas, j'en avais racheté à Chinatown de ces plantes-là. moi je refais le plein. Après, je devais stimuler mes points d'acupuncture aussi. Ok. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un petit. Alors maintenant, je crois que c'est interdit, ça se vend plus comme ça, mais t'as des petits bâtonnets avec un petit bout avec un infrarouge et tu vas stimuler D'accord. quelques points, les points qu'il fallait que je stimule. En fait, il fallait. L'objectif, c'était que je retrouve mon énergie, Ouais. que je n'avais plus. Mon corps, Ouais. il s'était complètement épuisé, donc il fallait me la faire remonter à chaque fois. Et le fait de marcher dans l'herbe pieds nus, ça te fait vraiment revenir ton énergie. Ça, je le Ok. fais tous les jours. Hein. Ok. Et même encore maintenant, quand je me sens fatiguée, je le fais. Un D'accord. quart d'heure tous les jours. J'étais allée à Central Park à New York pour aller marcher et je me dis non, il faut que je trouve de l'herbe. Ah ouais, en mode relié à la terre, quoi. Ah ouais, Ouais. c'est super important. Et ça, j'y crois vraiment, j'ai vraiment ressenti les bienfaits. Et donc, ce traitement de lévothyrox, je le prends pas très longtemps. Ce praticien chinois, il part à Lyon. Donc là, je suis super triste, j'essaie de retrouver quelqu'un et je retrouve une femme très bien qui, elle, ne fait que l'acupuncture. En fait, elle prescrit pas de plantes, tout ça. Par contre, elle pique très bien et elle arrive à me maintenir ma thyroïde bien alors que je ne prends plus le traitement. Et surtout, j'avais plus mes règles depuis plusieurs mois. En fait, bon, j'ai jamais été très bien réglée. Mais donc, je me suis dit, je vais galérer pour avoir des enfants. Donc, on s'était dit, allez, là, on se lance dans le projet bébé. Entre guillemets, je vais un peu mieux. Et donc, elle me dit, je vais faire revenir les cycles. Tout ça, ça revient pas. Donc, j'appelle ma gynéco, on prend un traitement. Premier traitement, ça me crée une migraine pas possible. Ouais. On arrête tout et tout. Et puis, elle me dit, mais vos règles auraient dû revenir. Je dis, mais non, elles reviennent pas. Donc, je vais faire un test de grossesse positif. En fait, j'étais enceinte de 2 mois et demi. Et sans m'en rendre compte, parce que en fait, tu sais, on a la première partie du cycle féminin, je sais pas, il y a des gens qui le savent pas. En fait, on a 28 jours, c'est scindé en deux, en théorie, quand tout est bien fait. Sauf que la première partie de ton cycle, elle peut être super longue quand t'es pas bien réglé. Bon, c'était mon cas. Donc moi, elle a dû durer 8 mois, tu vois. Et bim. Donc je suis un peu, voilà. Donc alors je sais pas si c'est via l'acupuncture ou pas. En tout cas, je suis tombée enceinte. Heureusement, je prenais pas du tout de traitement à ce moment-là. Heureusement, j'avais pas pris la chimio, j'avais pas, voilà. Et c'était suite à justement avoir vu ce médecin Oui, voilà. je suis tombée enceinte, on va dire 8 mois, 10 mois après tous ces épisodes-là. Tout ce gros épisode de grosses douleurs, d'errance médicale, ça s'est passé Et beaucoup. au moment où tu tombes enceinte, t'as plus mal, enfin tu vas comment? Je suis fatiguée. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de mes grossesses parce que je pense qu'effectivement, quand je suis tombée enceinte les 2 fois, mon corps n'était pas remis. Ouais. Mais bon, j'avais déjà 32 ans, donc Ouais. voilà. Par contre, j'ai pris un peu de lévothyrox pendant la grossesse, c'est ma très faible dosage, mais j'ai continué à être suivie. L'accouchement s'est quand même bien passé grâce à l'acupuncture. La deuxième fois, je suis tombée enceinte tout de suite grâce à l'acupuncture. Ça, moi, j'y crois. Hein. Okay. Elle m'a fait revenir mon cycle. Et la deuxième fois, elle m'a dit, je vais favoriser la fécondation. Pouf, je suis tombée enceinte. Alors que j'avais quand même 36 ans la seconde fois, donc... Voilà, moi j'y crois. Et puis depuis, donc j'ai eu un tout petit peu de lévothyrox pendant les grossesses parce que quand même la thyroïde est affaiblie pendant les grossesses et après c'est pas bon pour le bébé non plus. Donc j'ai pris ce petit traitement, mais à chaque fin de grossesse je l'arrêtais et je reprenais mes séances d'acupuncture et là j'ai pas de traitement. Et j'ai des moments là j'ai encore fait des prises de sang qui étaient pas super bonnes en janvier. Ça y est, ça s'est tout régulé parce que je vais me faire piquer parce que je crois en mon corps en fait maintenant. Je me dis il y est arrivé, il va reprendre le dessus. Ouais, t'as confiance Et en lui. mon endocrino il y croit. Hein. Elle me dit, mais si vous allez bien, on va pas se précipiter sur un traitement, on laisse faire. Okay. Je pense que... Elle me dit, des cas comme vous, j'en ai pas eu beaucoup, mais mon expérience me fait dire qu'en fait, ça va revenir. On cesse le temps et on attend de voir. Et donc, ça fait 10 ans que j'ai pas pris de lévothyrox. Mais j'ai quand même cette maladie auto-immune en moi. Et quand même, j'ai eu 2 nouveaux épisodes, j'en ai eu 2 ou 3, et c'est le dernier qui m'a fait prendre sa décision de reconversion, où j'avais de nouveau des douleurs articulaires, où on a refait quand même des examens. Je me dis, ça y est, ça va me retomber dessus, parce qu'on m'a jamais... En fait, on n'a jamais mis
de non sur ce que j'ai eu à ce Ouais, de moment-là. diagnostic précis. Non, après j'étais quand même retournée voir ma rhumato qui m'avait suivie pour mes problèmes de dos qui n'avaient rien à voir à Paris, qui m'avait dit: «Quand on a la thyroïde qui déconne à bloc, ça peut générer des grosses douleurs articulaires». Donc elle pensait que c'était ça, mais on l'a jamais su, on saura jamais. Ouais. Et je suis pas à l'abri, parfois je me dis: «J'ai une épée Damoclès au-dessus de moi», parce qu'en général quand on a une maladie auto-immune, on peut en développer plein d'autres. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que maintenant je fais très attention à moi, je faisais attention à mon alimentation, pas parce que je fais un régime, mais juste parce que, je me dis: «J'essaie de donner des bonnes choses à mon corps». J'ai un terrain inflammatoire de base, donc Ouais. j'essaie de réduire au maximum ça, en fait. Et donc du coup, ce fameux moi j'aime bien explorer effectivement dans les épisodes un moment de bascule. Mmh. Tu nous as parlé de ta reconversion, mais ça peut être un autre moment, ça peut être pro, ça peut être perso. Un moment où ça a été justement particulièrement difficile, et qui a marqué un petit peu un avant et un après, Mmh. pour que tu nous racontes un peu, voilà, ce que tu t'es dit à toi-même à ce moment-là et comment tu t'en es sortie? Alors, en fait, ce déclic, je pense que ça a pas été big, le déclic comme ça. Je pense Ouais. que ça a été, cette prise de conscience que quand même ça faisait des années que j'allais pas bien. En fait, j'avais toujours après mes grossesses, bon, j'ai recherché un travail, c'était compliqué le marché de l'emploi à Aix-en-Provence, j'ai bossé pour une association et puis j'ai retrouvé un job dans une, boîte d'ingénieurs qui fait des systèmes sûrs. Donc en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs en préparant l'émission que j'ai toujours travaillé dans des milieux où on attend la perfection. Il y a eu Mmh. Accenture, d'ailleurs leur, slogan c'est, High Performance Delivered. Ensuite, il y a eu Dassault Aviation, donc c'est quand même on sait ce que c'est Dassault Aviation et ensuite je travaille pour cette entreprise qui conçoit des systèmes sûrs qui peuvent pas planter, en fait. Donc en fait, c'est que des très, très, très bons ingénieurs qui travaillent dans cette, une structure d'une centaine de personnes. Mais donc on attendait de moi encore tout le temps l'exigence. Mmh. Donc j'étais là et puis finalement ce job me plaisait, mais dans mon quotidien, je m'éclatais plus tellement. Je faisais essentiellement du recrutement et moi, ce qui me plaît, c'est de faire des nouveaux trucs, en fait. Et c'est là que je me rends compte que je suis très curieuse. J'ai besoin de bon, j'aime bien ce que je fais, mais je veux faire d'autres trucs. Et je savais que là, ça allait pas bouger. Et en parallèle, je recommence à avoir des grosses douleurs articulaires. Mmh. Bon, et puis, je sais plus comment, quelqu'un me parle de la kinésiologie. Donc, je vais voir une kinésiologue. Et là, je sais pas. À ce moment-là, je crois que ça m'a fait. Est-ce qu'elle a déclenché un truc chez moi? Je sais pas. Et là, je me suis retrouvée au bout de 2 séances, mais en fait, je peux plus faire ça. Mmh. Je Et peux elle plus t'a faire fait quoi ça. concrètement? Euh, Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une Alors, la kinésiologue. kinésiologie, alors en fait, c'est plus pour un travail sur soi, mais surtout, elle s'est rendue compte, à chaque fois qu'elle me touchait, elle me posait des questions, elle me dit: «Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à tel âge?» C'était à chaque fois les moments clés de ma vie, quand j'ai eu des soucis, quand il se passait un truc. Elle l'a déterminé à chaque fois. Je sais pas, ça a transformé un truc en moi. Je peux pas l'expliquer, en fait. Parce qu'elle, elle joue sur les émotions. Elle joue sur les émotions, elle joue oui, c'est pour que tu te sentes, plus en équilibre avec toi-même, Ouais. en fait. J'avais envie d'essayer. J'y suis pas allée avec un objectif Ouais, précis. Je je me suis dit comprends. alors c'est vrai quand même, par contre, ça faisait depuis mes grossesses que j'ai quand même pas là ça va mieux, pas un super sommeil. Donc c'était Mmh. plus dans cette optique-là. Est-ce qu'elle peut pas me régler un petit truc, voilà, est-ce Ouais. que ça peut pas m'aider à être un peu plus sereine, nani nana et à côté de ça, je débute parce que je suis suivie toujours pour mon dos. On n'en parle plus, mais j'ai toujours ces épisodes avec des lumbagos quand même. Alors avec des mois, des fois sans douleur, et puis d'un coup, pendant 3 mois, je vais enchaîner lumbago sur lumbago, avec des anti-inflammatoires à chaque fois, des Mmh. trucs comme ça. Et là, mon ostéo me dit, mais tu devrais faire du pilate sur machine, en cours individuel. Pas du pilate au sol avec plein de monde. Tu prends un prof pour toi. Sur les machines, c'est beaucoup plus doux et tu auras plus de résultats. Je dis, bon, ok. Donc là, je trouve une prof et je commence. Et ça se fait en parallèle de la kinésiologie. Et en fait, et au même moment aussi où je m'ennuie dans mon travail. En fait, ça s'est tout fait en même temps. Ouais. Et c'est là où Ça je a me créé suis un dit, ça a créé, je sais pas, il y a un moment, et je me souviens, je rentrais à la maison, je disais, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, j'ai moins mal au dos. Et là, moi, il me dit, mais pourquoi tu t'en fais pas ton métier? le pilote référent. C'est à Ouais. ce moment-là, OK. C'est à ce moment-là, je dis: «Mais c'est pas possible, avec tous mes problèmes de santé, mes problèmes de dos, je peux pas, j'arriverai jamais à faire la formation. Il y a plein de mouvements qui sont contre-indiqués pour moi et tout». Il me dit: «Bah, je sais pas». Bon, lui, il est connaisseur, il me dit: «Bah, je sais pas, renseigne-toi». Donc je commence à me renseigner. J'en parle à ma prof à l'époque, qui me dit: «Mais si, au contraire». Et elle me dit: «En plus, tu as un truc, c'est que tu ressens énormément les mouvements en tant qu'élève». Elle me dit: «Tu ressens tout ce que je t'explique, tu le fais directement, tu ressens ton corps». Et elle me dit: «C'est un gros plus», parce que moi, je me dis: «Mais je suis même pas sportive». Alors je Mmh. nage, hein, mais à part ça, je suis nulle en sport. Je Et dis: là, on est «Mais en non». quelle année, là? Et là, on est, 2021-2022. OK. Bon, alors du coup, je me dis: «Allez, j'essaye». Ah ouais. Par Pas contre trop longtemps, du coup, tu as pas hésité trop non, j'ai longtemps? pas hésité trop longtemps, hein, 2-3 mois. Alors j'en parle à ce moment-là à mon boss, de l'époque, hein, qui a été absolument adorable. Je m'entendais très bien avec lui. Je lui explique que, voilà, j'ai des douleurs partout, que ça va pas, que j'ai découvert, voilà, Cette méthode? cette méthode, qu'elle me convient parfaitement et que je pense que ça m'aidera à aller mieux. En tout cas, je vais m voilà, j'ai envie d'essayer en tout cas. Mmh. Et donc il me dit: «Bah OK,
Voilà. Ok, Alors, il m'a dit, en fait, ok, je peux aménager ton emploi du temps. Non, ok, je te laisse tu peux partir. partir dans de Ok. bonnes conditions pour que tu puisses te reconvertir. D'accord. Donc ça, j'ai Rupture trouvé ça... conventionnelle. Ouais, j'ai trouvé ça Ouais, très smart parce que de tout sa le monde ne part. fait pas ça. Ouais. Mais par contre, voilà, je me dis, bon, alors par contre, si tu fais ça, tu le fais bien. Donc, j'ai pris du temps à choisir la formation que je voulais suivre. D'accord. Et je suis allée suivre une formation... Et attends, tu as décidé de te former au Pilates réformeur direct ou tu as fait les modules Pilates au sol aussi? Alors déjà, il faut savoir que quand je suivais ces cours en tant qu'élève, je faisais au sol et sur machine. Mais quand D'accord. on dit sur machine, il n'y a pas... En fait, voilà, le Pilates, c'est pas une machine, Oui. le sol. En fait, c'est un système. Ouais. C'est vraiment une méthode. Ça va au-delà d'une pratique sportive, en fait. D'accord? C'est vraiment... quand il a conçu sa méthode, Joseph Pilates, donc la méthode qui porte son nom, lui, il voulait que les gens aillent mieux dans leur vie au quotidien. C'était pas que pour faire du sport, c'était comment faire en sorte que les gens aient une meilleure posture, n'aient plus de douleur au dos, parce que pour lui, la santé d'une personne, enfin l'âge d'une personne s'évalue à la santé de son dos. Donc on peut avoir des gens de 80 ans qui ont en super bonne santé. Donc on leur donne 20 ans. Et puis des personnes de 30 ans qui, dans leur corps, d'après, voilà, quand on évalue la santé de leur dos, ils vont avoir 80 ans. Donc comment faire en sorte d'être bien physiquement pour être heureux dans sa vie, en fait. C'était ça. Et aussi au côté mental, parce que quand on fait du Pilates, on est vraiment concentré sur son corps, quand on fait vraiment du vrai Pilates. Donc en fait, c'est vraiment un système avec des principes clés, donc, qui vont être la respiration, le contrôle, comment on contrôle son corps via la respiration. Donc il faut appliquer vraiment ces principes. Il va y avoir la précision. Pareil, on va plutôt privilégier un mouvement de qualité plutôt que la quantité. On va être aussi dans la fluidité, ça arrive plutôt quand on commence déjà à être expérimenté, comment faire en sorte qu'un mouvement soit beau à regarder. Il va y avoir la concentration aussi, il faut vraiment être... Et c'est pour ça que c'est aussi des vertus au niveau du mental, parce qu'en fait, on va être concentré, on peut penser qu'à son corps, en fait. C'est pas comme quand on va nager ou quand on va courir. Là, on libère des endorphines, on est bien, on s'est libéré, mais moi, quand je vais nager, je pense à plein de trucs. Quand on fait du Pilates et qu'on est vraiment en train de faire du Pilates, on ne peut pas, on est concentré sur son corps, et du coup, pendant 1 heure, on est avec soi-même. Et du coup, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, quand on parle de ce système, c'est qu'on doit appliquer tous ces principes-là. Et aussi, on peut passer d'une machine à une autre. Moi, je sais que mes élèves au studio, dans une séance, je vais les faire passer... alors, tout le monde connaît le réformeur. Des gens vont connaître la Cadillac, mais un peu moins. Et puis, peu de gens connaissent la Wonder Chair. Après, il y a encore d'autres. Il y a un système avec les bras et tout. Il y a d'autres machines. Mais donc, c'est vraiment... Moi, je les fais basculer d'une machine à l'autre au cours d'une même séance. Ça va être au feeling, en fonction de, voilà, ils vont dire, tiens, aujourd'hui, j'ai mal là, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de travailler ça. Bon, je vois comment ils travaillent, je dis, tiens, aujourd'hui, on va essayer un autre exercice, on va le faire ici. C'est aussi pour apporter de la variété et pour que le corps continue un peu à se challenger. Donc, moi, j'ai découvert ça comme ça, mais quand j'ai choisi de me reconvertir, je voulais maîtriser toute la méthode. Donc, pour moi, ça allait du sol aux machines. Il faut quand même savoir que quand il a mis au point sa méthode, il l'a mis au point sur les machines, contrairement à ce que les gens pensent. Ouais, j'ai appris ça. Et pas au sol. J'ai même appris, parce qu'en fait, pour tout te dire, j'ai fait une formation Pilates ce week-end, là. J'ai fait le Mat 1. Et donc, du coup, j'ai hyper intéressant parce que j'ai appris tout ce que, en fait, Joseph Pilates avait voulu mettre en place dans sa philosophie. Et la prof nous expliquait qu'il avait fait ça sur machine, à la base sur des lits d'hôpitaux. Oui, parce qu'il avait été incarcéré pendant la Première Guerre mondiale sur l'île de Maine. Exactement. Voilà. Et pour que les malades ils continuent à être en forme, en fait, il avait utilisé les ressorts des lits. C'est ça, il m'a expliqué ça. Voilà. Ce qui a donné, du coup, aujourd'hui, le Reformer. Exactement. C'est fou. Et après, il a migré aux États-Unis parce qu'en fait, Hitler voulait le recruter pour former l'armée allemande. Donc, il est parti juste avant. Et il a monté son studio. Il a travaillé après avec beaucoup de danseurs. Voilà. Il s'est beaucoup intéressé au yoga. En fait, c'était un mec, il était brillant. Ouais. Donc, mais il venait En fait, il faisait beaucoup de sport. Il a fait beaucoup de lutte jeune parce qu'il était très rachitique. Donc, il avait déjà cette conscience. Il avait beaucoup travaillé sur son corps avant même de mettre dès tout jeune, pour comment faire en sorte d'être en bonne santé, d'être bien. Donc, tout ça, il l'a décliné après. Et le maths, finalement, c'est comment rendre accessible facilement ma méthode. Ok, je l'ai développée sur les machines, mais en fait, je veux que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, du coup, il l'a décliné, il a créé le maths, tous ces exercices au maths qui sont top. Oui, tu prends un tapis, tu peux même de chez toi, en fait, t'es pas obligé d'avoir une machine. Et puis, de toute façon, ce qui est super intéressant avec le Pilates, c'est qu'on continue, en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on pratique au sol ou sur les machines,
plus on va être régulier, plus on va avoir des nouvelles sensations. Mais en fait, c'est ça qui est génial. Moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, par moments, je me dis « Ah, mais tiens, ça, je ne l'ai pas senti avant, c'est comme ça. » Et en plus, je me dis « Mais c'est comme ça que je vais l'enseigner maintenant. Tu sais, je vais parler de cette sensation. » Je trouve ça dingue, en fait. Moi, ça, j'ai jamais rencontré ça avec une autre pratique sportive. Ce truc de... En fait, on continue à progresser sans cesse. Et du coup, donc, tu découvres ça, tu commences à te former. Donc, tu prends une super formation ou ça alors à Marseille, Ok. au studio Harmonie du corps à Marseille. Ok. Et donc, j'ai choisi de faire tout de suite tout. Ok. Donc, le mat et toutes les machines. D'accord. Donc, ça dure un peu plus d'1 an. Ok. Et après cette année, donc déjà, comment toi tu te sens dans ta pratique? Tu as de moins en moins mal? Enfin, qu'est-ce que ça procure à ton corps? En fait, non. Alors, c'est là où c'est très étonnant, c'est que je pense c'est clair que là-dessus, il y a plein de choses qui jouent. Autant ça m'avait fait du bien quand j'étais élève, parce que je pense que j'étais détendue, même si j'ai trouvé que les séances, sur le moment, pendant les séances, j'avais mal quand même. Les séances sont vraiment pas faciles, mais après, je vais bien, après, c'est top. Autant quand je vais suivre cette formation, je pense qu'il y avait les trajets, le fait d'aller à Marseille, la prof qui était super exigeante, le fait de me dire, en fait, mais je me sens pas légitime parce que tous les autres, ils viennent du milieu du sport, mais en fait, moi, non. Je suis pas du tout sous, j'étais raide comme un balai, sauf que je me suis vachement assouplie, mais je suis raide comme un balai. Impossible de m'assouplir là-bas pendant 1 an de formation. La prof, elle me disait, elle est d'origine italienne, tu es raide comme une picot, c'est pas possible. Ok. Ok, c'est vraiment ça. Super. Mais par contre, là-bas, c'est pour ça que cette formation est top aussi, c'est que tu peux pas avoir ton diplôme si tu n'enseignes pas. Donc, je commence à enseigner, tu es obligé de donner 200 heures de formation coachée. Donc, on me dit, par contre, t'es super bien, t'es super pédagogue. Donc c'était vraiment mon gros plus, on va dire, qui compensait un peu le reste. Mais je continue à m'entraîner, mais à me faire mal. En fait, je pense que c'était trop pour mon corps d'un coup. Ça faisait trop. J'ai compris, après, je connaissais pas l'existence des fascias, donc je me suis formée sur les fascias. En fait, je pense que dans mon dos, j'ai eu ces lumbago à répétition qui fait que j'avais énormément de raideur qu'il fallait assouplir. Sauf que pour remettre du mouvement au niveau des fascias, ça prend du temps. C'est pas comme se muscler, en fait. Les fascias, pour s'assouplir, pour qu'ils se réhydratent, en fait, ça prend des mois, voire des années. Donc en fait, c'est pas en version accélérée comme ça que mes douleurs. Donc en fait, j'étais sans arrêt en tension. Mais quand même, je passe mon diplôme et j'avais quand même des mouvements de niveau très avancé, pas tous, mais qui m'étaient contre-indiqués. Donc je me souviens pendant l'examen, c'était pas un problème. Je pouvais, devant le jury, je pouvais ne pas les faire. Je montrais des adaptations. On m'a dit, cela, faut pas que tu les fasses. Bon, j'ai mon diplôme. Après, je monte mon studio à Aix. Génial. Ouais. Et juste pour terminer sur ces histoires de douleurs, une fois que j'ai mon studio, je me dis, mais en fait, non, moi, je peux pas enseigner ces mouvements si je ne sais pas les faire, si je n'ai pas ces sensations. Mais je ne vais pas y aller trop vite, donc je me laisse le temps. Il y a certains mouvements, je pense que j'ai mis 1 an et demi, mais maintenant je les fais tous, parce qu'en fait mon corps, il avait juste besoin de se sentir en confiance dans un cadre, voilà, dans mon cadre où je me sens bien, et d'y aller tout doucement par étapes. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer. Mais entre-temps, il faut aussi quand même que je me forme pour être... En fait, tu ne peux pas exercer le pilate légalement en France si tu n'as pas un diplôme de sport. Donc, je me forme pour être éducateur sportif. Voilà. En même temps que je fais construire le studio Aix. D'accord. Voilà. Je passe au CQP. Exactement. Le CQP qui a été revu, qui du coup, on avait pris, je sais plus, 30% de volume d'heures en plus, plus le stage qui devait durer 2 fois plus longtemps. Donc, je fais un stage dans une super salle à Aix. Et d'ailleurs, je travaillerai, après, Caroline me gardera, donc c'était la gérante de cette salle, elle me gardera 1 an en tant que freelance, parce que je débutais dans mon autre studio à côté, puis après j'arrête, parce que moi je voulais vraiment consacrer à mon propre studio sur machine. Voilà. Et du coup, dans ton studio, il n'y a que toi qui donnes cours ou tu as d'autres profs? Non, il n'y a que moi. C'est ce que je voulais faire au départ. Et tu fais du particulier ou tu prends plusieurs personnes? Alors, je fais du particulier et du semi-privé. Semi-privé, c'est 2 personnes. Je songe à peut-être prendre 3 personnes. Mais en fait, moi, ce qui me plaît, alors d'un point de vue, entre guillemets, business, ce serait beaucoup plus rentable si j'avais plusieurs réformeurs comme on voit partout. Mais en fait, moi, ce qui me plaît, c'est le côté... et c'est pour ça, je pense que c'est lié à tout ce que j'ai fait avant, ce côté curieux que j'ai. C'est le côté, je vais adapter la séance en fonction de chaque personne et en fonction de la forme du jour. Parce que du coup, j'ai des gens qui arrivent, ah bah aujourd'hui, j'ai mal à la cheville. Ah bah là aujourd'hui. Et donc en fait, les séances, je la fais en live dans ma tête. Alors on va adapter, je sais, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et j'ai une clientèle qui recherche ça aussi. Donc, et quel conseil tu donnerais, du coup, à des gens qui n'en ont jamais fait, qui ont envie de s'intéresser à cette méthode-là parce qu'ils savent justement que ça peut leur faire du bien, tu vois, au travers de tout ce que tu viens de décrire. Comment tu leur conseillerais de commencer? Par quoi tu leur conseillerais de commencer? Par du pilates au sol, par du reformer? Est-ce que tu peux commencer direct sur du reformer où il faut quand même maîtriser certains mouvements fondamentaux? Tu peux commencer directement sur reformer. Ok, si tu es bien accompagné. Si tu es bien accompagné, je pense que le choix du professeur est quand même assez important. C'est pas tellement le côté... Bon, je suis pas là du tout pour dire négatif sur tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas le sujet. Je pense qu'il y a plein de studios, il y a plein de choses. En fait, je pense que quand même à la base, ce qui est top, c'est que les gens bougent.
clairement. Oui, voilà. Oui. Voilà, clairement, c'est ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que si des personnes veulent vraiment faire du Pilates, qu'en plus elles vont avoir des problématiques au niveau santé, je pense que là, il faut vraiment faire attention, regarder quel type de formation a suivi le professeur. Parce que ce qu'on va inculquer, ce qu'on va apprendre au départ, les bases, en fait, pour moi, c'est la base. Ouais, Une ouais. fois qu'on a les bases, qu'on maîtrise bien, mais après on peut faire un peu plus du Pilates, du Pilates un peu plus fitness, ou on peut rester sur du Pilates un peu plus traditionnel. Moi, je propose les deux en fait, parce que je trouve qu'il n'y a pas la bonne école, la mauvaise école. Hmm. Mais par contre, pour moi, ce qui est super important, et alors là-dessus, je ne transige pas, c'est maîtriser les bases. Hmm. Maîtriser son positionnement, toujours avoir cette conscience corporelle pendant qu'on s'entraîne. Je suis pas partisane, pourtant j'adore écouter la musique. Pour moi, on n'écoute pas de musique, ou alors peut-être de la musique classique, mais quand on fait du pilates, c'est pas possible, on peut pas être concentré complètement. Hmm. Voilà, le rythme, il est pas hyper important pour moi. Après, il va y avoir cette notion de fluidité dont je parlais, mais ça arrive vraiment en dernier. Ouais. Donc c'est vraiment maîtriser les bases. Déjà, ça commence pour la respiration. Donc finalement, on peut commencer sur mat, on peut commencer sur réformer, parce qu'on apprend directement à respirer en faisant des exercices de base, par exemple le travail du pied, Ouais. que j'inclus jusqu'au niveau avancé. Pour moi, c'est la base. Le Ouais. pied, il y a des gens qui râlent, mais on fait encore les pieds à mon niveau. Mais oui, en fait, je t'explique, si tes pieds ne sont pas solides, tout ce qui suit, tout ce qui monte, en fait, tu ne vas pas travailler correctement si tu as déjà des... Il faut avoir les pieds solides. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Donc oui, réformer, on peut commencer sur réformer. Et après, tu as décidé du coup de développer du réformeur en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet? C'est venu il y a 1 an et demi. Alors, je ne me suis pas lancée dans le projet il y a 1 an et demi, mais il y a 1 an et demi, j'avais quand même des clients qui me disaient régulièrement: «Oh là là, je revis, c'est trop bien, les cours ici, mais je ne peux pas venir 2-3 fois par semaine. Si seulement j'avais un réformeur à la maison». Hmm. Donc, et bon, je voyais bien qu'il y avait déjà des choses qui existent dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, en Australie. Il y a déjà des plateformes en ligne qui proposent des cours sur réformeur, je l'avais vu. Mais je me disais: «Non, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher en France, ça ne correspond pas à notre culture», voilà. Donc bon, j'y pense, mais en fait, j'y pense plus, ça vient, ça repart, nani nana. Mais quand même, ça reste quand même dans le coin de ma tête. Et puis, bon, moi, je fais mon sport et à parallèle de ça, j'avais pris un coach pour moi. Je voulais faire un peu de renfo. Et puis, on s'entend bien. Et je lui dirais, tiens, que j'ai parlé de lui pendant le podcast. Et je lui dis, non, mais ça ne peut pas marcher en France, c'est vraiment un truc de super micro-niche. Il me regarde, il me dit, mais enfin, sur 60 millions de personnes, il y en a peut-être qui ont les moyens d'avoir un réformeur et de la place à la maison. Oui. Dis-moi, franchement, je ne sais pas. Et en fait, cette phrase-là, ça m'a fait un déclic. Hmm. Mais c'était pas, je me suis pas dit, ça va marcher. Alors, même encore maintenant, c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, essaye. Ouais. Parce que tu vas regretter. Tu vas te dire, si ça se trouve, dans 10 ans, tu vas dire, punaise, si j'avais su. Ouais. Et en D'autres fait, l'ont tout fait part pour de moi. là. Ouais. Tout part de là. Et donc, ça, je crois que c'est en avril. En mai, je commande mes lumières, le micro, et je me dis, ça y est, j'y vais, je me filme. Et je lance un peu tout en parallèle. Donc, je commence à regarder comment je vais héberger les vidéos. En plus, je connais rien au milieu digital. Enfin, je connais rien à tout ça, quoi. En plus, pour moi, c'est compliqué de me filmer. Donc, les premières vidéos, ça a été un peu chaotique. J'ai repris 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais en fait, je me dis, non, mais je veux le tenter. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le déclic. Mais par contre, j'ai toujours eu en tête... Je voulais pas faire ça pour me challenger. Bien sûr, ça me plaît, mais j'ai toujours eu en tête voilà, je le fais, mais pareil, je le fais bien. C'est comme quand je me suis formée. Donc, OK pour proposer des cours en ligne à des personnes qui veulent s'entraîner à la maison, mais par contre, il faut qu'elles s'entraînent de manière correcte avec les bonnes bases. Donc, on reprend tout depuis le début. C'est-à-dire que les premières vidéos, je me filme et j'explique toutes les règles de sécurité. Mais basique, l'espace à prévoir, comment on s'habille, comment on entretient sa machine. Ensuite, je me souviens, j'ai fait une vidéo glossaire où j'explique les noms de chaque partie de la machine, puisque j'en parle pendant les vidéos. Et après, je conçois la plateforme par niveau, et dans chaque niveau, je vais incorporer des vidéos, des courtes vidéos tuto, où j'apprends chaque exercice, comme j'ai appris en formation. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, donc Et c'est une ensuite, les mini-formation, séances. limite. Oui, Ouais. c'est pas des Pas comme un séances. cours de bout en bout. C'est vraiment, tu as Oui. une pédagogie associée Oui, bien pour sûr. être sûr que tout seul chez eux, Ouais, ils peuvent le faire en toute sécurité. en toute Parce que c'est vrai sécurité. qu'il peut y avoir la crainte de « Mais attends, moi je vais en studio parce que la machine, ça fait un petit peu peur. » Au même titre qu'un plateau de fitness, tu sais, où tu as plein de machines. Exactement. Des fois, tu les vois vides, les trucs, parce que les gars, ils savent pas comment les utiliser. Enfin, les femmes surtout. Parce que les gars, généralement, ils savent comment les utiliser. Mais du coup, si elles ont pas un coach à côté, elles vont pas le faire. Là, toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas une séance de bout en bout. C'est vraiment les mouvements expliqués pour après pouvoir suivre un cours en toute sécurité en étant chez soi, C'est ça. devant son écran. Oui. Mais donc, il y a quand même des séances que je propose après, mais ce que j'explique, c'est vraiment apprenez les bases.
Ou, par exemple, si vous, après, vous suivez une séance, parce que du coup, j'ai des séances déclinées par niveau aussi, de différentes durées. Si pendant la séance, vous avez un doute, je le dis sur tel exercice, reprenez la vidéo tuto de cet exercice et Pour entraînez-vous apprendre à le encore. maîtriser, ouais. Exactement. Mais donc, c'est vraiment... Et puis, j'explique au début, voilà les exercices à maîtriser en priorité pour commencer à suivre les séances. Tu as des clientes déjà qui se sont laissées tenter du coup par l'abonnement en ligne et qui... est-ce que tu as déjà des retours de leur Oui, part? j'ai des Et retours. alors? Les retours sont bons. Alors, Ok. forcément, au début, je me dis, oh là là, mais est-ce que ça va plaire, pas plaire? En Et plus, elles font que du reformer Ouais. en ligne ou elles viennent aussi en studio ou les deux? Il y a de tout. Ok. Alors, je les connais pas toutes parce que je commence à en avoir quand même quelques-unes. Maintenant, je suis Hmm. assez contente. Mais il y en a qui ont mon qui ont mon portable, donc qui m'envoient régulièrement des SMS. Ok. Et il y en a même une qui est prof de pilates au sol. Donc, je me dis, là, c'est la pression. Ouais. Ça va pas lui plaire. Mais non. Non, mais parce que quand on lance le truc, moi, je sais, mais je dis, mais est-ce que ça va plaire? On sait pas. Enfin, c'est quand même assez nouveau. Voilà, faut lancer pour savoir. Exactement. Ouais. Première tour, mais c'est génial, j'adore tes séances, t'es très pédagogue, Ouais. j'adore comme tu expliques. Et donc, des fois, elle me dit, j'ai fait telle et j'en suis là, j'ai fait telle et telle séance. Donc, moi, je trouve ça génial. Ouais. Et elle me réclame surtout, alors ça, je l'ai toujours, parce que j'ai toujours des trucs dans le coin de ma tête, de proposer des séances. Alors, bien sûr, on m'a demandé au sol, mais comme ça existe déjà, c'est quand même pas ma priorité, même si je vais le faire. Mais sur les autres machines. Parce que là, la machine que tu as, c'est... comment elle s'appelle? C'est le reformer. C'est le reformer. Parce qu'après, tu m'as dit qu'il y avait comme machine le Cadillac. Il y a la Cadillac et la Wanda Chair. Ok, La d'accord. Wanda Chair, elle est assez petite, donc en fait, c'est vrai qu'on peut le caser facilement chez soi, mais sur toutes les machines, on peut faire des exercices de niveau débutant à avancé, mais c'est vrai que c'est la machine qui, à mon sens, est quand même la plus délicate à maîtriser parce que on a très peu de surface, en fait, pour le corps. On est énormément en équilibre, donc on engage énormément les muscles stabilisateurs, donc il faut quand même... Avant de s'éclater sur la chaise, avant de pouvoir faire quand même des séances assez sympas, il faut quand même bien maîtriser. Ouais. Et à mon sens, ça vient pas tout de suite. Mais... Et toi, à titre perso, du coup, tu continues. Donc, évidemment, tu enseignes, mais tu continues de faire des séances? T'en fais combien de fois par semaine à peu près? Alors moi, c'est variable, mais j'essaye de m'entraîner au moins 3 fois par semaine. Mais ça va pas être à chaque fois 1 heure. Ouais, oui, on a l'impression, on voit les profs de sport, eux, ils se font sans arrêt. Non, on est comme tout le monde, on travaille. Donc on essaye de caser des moments. Parfois, je vais faire un quart d'heure, je vais m'entraîner un quart d'heure en pilates. Bon, je donne mes cours, je vais peut-être faire un quart d'heure de tapis de marche. Il y a des fois où je vais me faire, parce que c'est quand même important, là on parle du pilates, mais voilà, pour la santé cardiovasculaire, je fais quand même à minima 2 bonnes séances de cardio dans la semaine. Et après, ça va être en fonction de mon temps. Des fois, si j'ai du temps, je vais me faire une belle séance d'1 heure. Mais par contre, je pratique au moins 3 fois par semaine quelques exercices. Quel que soit le temps, ouais. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette plateforme, c'est que ce qui va vraiment payer, c'est pas forcément les longues séances, c'est d'être régulier. À mon sens, il vaut mieux faire 3 séances de 20 minutes qu'une séance d'1 heure. Et d'ailleurs, j'ai monté des programmes aussi sur la plateforme, il y en a un que j'ai appelé Rituel quotidien, où c'est que des séances de 20 minutes, avec des objectifs différents. Est-ce que je suis énervée, je vais un peu m'apaiser? Est-ce que là, je veux me renforcer? Est-ce que... Voilà. Et donc, du coup, c'est pour permettre aux gens qui sont chez eux, qui n'ont pas beaucoup de temps, bon, c'est pas grave, je me fais une séance de 20 minutes, mais au moins, j'ai bougé. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je m'applique à moi-même, je vois que ça marche, en fait. Ouais. C'est cette régularité-là. Et au-delà du sport, vu qu'avec tous ces épisodes-là qui te sont arrivés, tu dis que tu as appris à prendre soin de toi. C'est quoi un peu tes essentiels, hormis du coup des séances de sport que tu te mets dans la semaine? Si tu devais nous citer 2 autres essentiels, ce serait quoi? Clairement, il y a l'alimentation. Ouais. Alors, en sachant que je suis pas du tout rigide là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai enlevé le sucre de mon alimentation. Pareil, pas pour une histoire de régime, mais ça, c'est pour d'autres. J'étais allée voir une naturopathe et elle m'avait dit, j'avais tendance à avoir des petites candidoses de temps en temps. Elle m'a dit, il faut absolument enlever le sucre. Donc, t'as enlevé complètement? Complètement. Ah, ça avait été bizarre, hein, parce que j'en prenais pas tant que ça, mais tu vois, un carré de chocolat, un dessert par-ci par-là, le goûter avec les enfants, tu vois, le truc, tu te fais plaisir, quoi. Et donc, je dis, putain, ça va être compliqué, ça. En fait, ça a été compliqué, même pas une semaine. Après, tu penses plus, quoi. T'y penses plus. J'ai la grande chance, j'aime tout. J'aime une bonne vivante, j'aime bien manger. Donc, du coup, j'ai remplacé ça par des amandes, du bon fromage. J'adore le bon fromage. Mais surtout, je me suis rendu compte que finalement, depuis que je mange plus de sucre, bon, je fais des exceptions, attention, au resto, je peux manger un dessert. Mais en fait, je suis vachement moins fatiguée. Ouais. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, mais non. Les rares fois où ça m'arrive le matin de manger un truc sucré, ça doit m'arriver 2 fois par an, j'ai l'énorme coup de barre et je tiens pas jusqu'à midi. Alors que là, parfois, je travaille jusqu'à 14h, je prends un bon petit déjeuner, je fais attention aussi à mes apports protéinés et du coup, je tiens bien en fait. Donc l'alimentation, pour moi, c'est assez essentiel. J'essaye de pas manger de cochonneries parce qu'on sait que c'est inflammatoire. En plus, toi, tu as un terrain du coup. Mais oui, voilà, mais moi, je fais attention. Bon, j'adore la viande rouge, mais j'essaie de limiter ma consommation de viande rouge. Bon, voilà. Donc, on va dire qu'il y a ça. Et après, il y a m'accorder du temps pour moi, en fait. Ouais.
Vraiment. Bon, après, ce que j'adore, mais ça, c'est pas. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup écouter de la musique et danser. Ça, c'est un truc, voilà. Pour me Pour te détendre. libérer la Ouais, tête, de ton cerveau qui s'arrête carrément, jamais. j'adore. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va passer aux questions de fin d'épisode. Donc, j'ai des questions signatures que je pose à tous mes invités. D'accord. Donc, c'est des réponses assez courtes. Qu'est-ce que la beauté signifie pour toi? Alors, la beauté. Pour moi, ça se résume pas qu'au côté esthétique. Ouais. Ok. Donc, la beauté, pour moi, ça va être une personne que je trouve belle, ça va être une personne qui irradie pour moi. Hmm. Et en général, pourquoi une personne va irradier? C'est parce que ça va être une personne qui va être sûre d'elle, qui va avoir confiance en elle, qui va avoir des valeurs et qui va mettre en application ces valeurs dans sa vie quotidienne, en fait. Parce que c'est quand c'est un tout. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je le Son vois personne vraiment comme alignée. ça. Ouais. Ouais, d'accord. Merci. Qu'est-ce qui t'aimait le plus profondément dans la vie? Alors, je dirais, j'ai répondu comme ça, la sincérité. D'accord, ouais. Mais plus parce que quand quelqu'un se confie à toi, vraiment, quand quelqu'un baisse les armes, en fait, Hmm. et que Oui, la vulnérabilité t'es presque. ouais, exactement. Mais du coup, ça prouve une telle confiance. Enfin, moi, ça m'émeut à chaque fois de me dire: «Mais Ouais, attends, mais elle me dit ça». Mais en fait, ça me touche vraiment profondément de ouais. qu'on puisse m'accorder une telle confiance et ça crée un lien avec la Hmm. personne. J'ai vraiment remarqué ça dans ma vie, en fait. Ouais, tout à Ouais. fait. Est-ce qu'il y a un mantra qui te guide? Quelque chose que tu te répètes? Pas forcément un mantra, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, maintenant j'ose. Ça fait un moment que j'ose, mais je me pose même plus la question, je me dis même plus: «Ose». Je dis: «Mais en fait, je le fais parce que déjà j'ai peur de le regretter après et puis en fait, qu'est-ce que je risque? Je risque Ouais. juste de pas Oui, tu te le dis de plus en plus, ça. ouais, je risque juste de réussir en fait». Donc C'est ça. voilà, c'est ça. Si tu pouvais parler à la Mélanie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça va aller. Fais-toi OK. confiance et ça va aller. Et quelle femme tu verrais bien au micro de ce podcast? Sharon Stone. Ah ouais. Attends, quelque chose de plus réaliste, mais bon, OK, on prend Tu sais Sharon. pourquoi? Parce que Dis-moi. justement, on a cette vision peu de gens en fait connaissent sa vie. Mmh. On a cette vision de femme magnifique, mais en fait, elle a eu énormément d'épreuves et elle a fait preuve d'énormément de résilience. Mmh. En fait, déjà, c'est une femme super intelligente. Elle a quand même eu un AVC en 2001 et on lui a dit: «Mais en fait, vous ne remarcherez jamais, enfin, votre vie fichue». Ils ont cru qu'elle allait pas s'en sortir. Mmh. Son mari a failli lui enlever ses enfants. Donc, en fait, elle a reconstruit sa vie, sa carrière. Elle s'est investie dans plein de causes Ouais. humanitaires. Et en fait, c'est pour ça que ça m'est venu, on a vraiment cette vision de la femme, en fait, de beauté classique, superficielle, alors qu'elle est juste pas du tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle s'est servie de sa beauté. Elle savait qu'elle n'arriverait pas à rentrer dans le milieu hollywoodien comme ça. Donc, vraiment, en toute conscience, elle s'est servie de sa beauté pour pouvoir ensuite sortir par le haut Mmh. et qu'on puisse entendre sa voix, en fait. Ouais. Donc, c'était Intéressant. plus On pour... aimerait bien l'avoir chez nous. Alors, rituel du miroir. Tu vas prendre ce petit miroir et te regarder dans le miroir, vraiment. C'est pas toujours évident pour mes invités de se regarder dans le miroir, donc vraiment, il faut que tu te regardes. Et je te pose 2 questions et tu me réponds tout en te regardant. Tout en me regardant, Oui. super. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ce miroir? Je vois une femme qui est maintenant heureuse Mhm. et qui se fait confiance. Et tu vois, j'ai du mal à me regarder. Bah, je sais. Qui se fait confiance et qui se dit qu'elle va continuer, en fait. Franchement, voilà, je me fais confiance, je sais que je vais y arriver et qu'à un moment, ça va finir par payer. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même pour les 10 prochaines années? Continue, sois tenace et ce que je disais, ça va finir par payer. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai été ravie du coup de faire plus connaissance avec toi et ça m'a vraiment donné envie de me mettre encore plus au pilates. Donc merci. On en reparlera. Merci de m'avoir accueillie, j'étais ravie d'intervenir avec toi et Avec merci pour plaisir. cet échange. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.